harcèlement économique au sein du harcèlement moral. L'escroquerie financière en constitue l'une des preuves majeures. Comment la démontrer? Comment la déjouer? Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, on vient d'en parler. Je donne tout de suite la parole à Yvonne Pensée-Wilson pour qu'elle nous décode l'aspect psychologique de ce harcèlement économique. Je vais essayer de faire cette association entre personnalités toxiques. On ne va pas parler de PN parce que ça me gave un petit peu, parce que c'est trop vague, mais des personnalités, je dirais presque à nature obsessionnelle, paranoïaque ou autre. C'est vrai que le pouvoir de l'argent est quelque chose de très important, car c'est le seul moyen qu'ils ont de dévaloriser l'autre et de créer des formes de dépendance. C'est une arme parfaitement au point et qui est dans la boîte à outils des manipulateurs. Alors on sait que le rapport à l'argent a une dimension, selon Freud, on peut juste faire un petit écho par rapport à ça, c'est que Freud considérait qu'il y a plusieurs phases, la phase orale et la phase anale et la phase phallique, mais dans la phase anale, eh bien, quand on pouvait faire de la rétention ou alors offrir ses besoins, c'est pour ça que Freud pensait que ce fameux caca était de l'or parce que c'était un cadeau qu'il faisait à sa maman pour devenir propre. Sauf que certains sont restés fixés. Ça, c'est peut-être compliqué pour vous, c'est juste pour avoir un éclairage, mais c'était quand même comme ça que Freud a présenté. Donc, c'était la découverte de la sexualité. Et d'ailleurs, chez les personnalités toxiques, ils sont toujours dans la rétention. Ils sont dans la rétention parce que ce sont des prédateurs. Donc, ils ne peuvent pas donner, de l'argent, parce que pour eux, le but, c'est de prendre. Donc, ils choisissent souvent une proie qui a de l'argent, qui est capable d'en gagner, qui a un statut social et qui peut-être finalement lui permettra un jour d'avoir aussi lui un statut social et d'avoir de l'argent. Pour lui, il s'investit toujours comme propriétaire des choses. Il possède sa proie, il est propriétaire de ses maisons, d'ailleurs ils sont fans de propriétés, ils veulent des propriétés qui sont généralement somptueuses, généralement aussi avec l'argent des autres, de préférence, parce que c'est pas eux qui les achètent, donc ils ont des propriétés étonnantes, et le pervers avec l'argent fait pression sur son conjoint. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte à son conjoint, il lui demande « Oh, écoute, excuse-moi, j'ai pas d'argent, mais c'est toujours dans l'urgence, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'en prêter, mais je te les rends tout de suite. » Bien sûr, il les rend jamais, mais en tout cas, il a obtenu dans l'urgence ce qu'il voulait. Donc il fait pression avec lui parce qu'il pense qu'avec l'argent, il peut contrôler, le dominer en restreignant aussi son train de vie. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'histoire du père Grandet qui fait régner la terreur parce qu'il fait payer à sa femme le fait d'avoir des bougies allumées. Alors que le père Grandet, à l'extérieur, il peut être très généreux. C'est-à-dire qu'il peut donner, lorsqu'il n'y a pas de la fête, il peut donner pour justement rehausser la faible image qu'il a de lui, mais à l'intérieur de la maison, et bien souvent, les frigos sont vides, l'électricité, on coupe parfois dans certaines pièces de la maison le chauffage alors que les enfants ont froid, mais tout ce qui ne se voit pas est économisé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cet argent pour montrer à l'extérieur combien il est généreux. Donc l'avarice est une preuve criante d'absence de considération de l'autre. Et souvent, bien sûr, on le sait, l'avarice du porte-monnaie traduit aussi l'avarice du cœur. Et de là, il est condamné à tourner en rond dans sa solitude, parce que généralement, les êtres avares sont dans une grande solitude, parce qu'ils ne savent pas donner. Ils ne donnent en jouant. Ce sont des comédiens de la générosité, mais ils n'ont pas une véritable générosité. Ils jouent à être généreux, mais ils n'en ont rien à faire, parce que ce qu'ils veulent, c'est en donnant, avoir en retour un maximum de bénéfices. Donc, thésauriser comme Harpagon, faire fructifier son argent comme le père Grandet, eh bien, c'est une manière de se sécuriser et d'avoir toujours l'illusion d'avoir un pouvoir sur l'autre. À défaut d'être, parce qu'il n'est rien, à défaut d'être, eh bien, il possède. Entre l'amour, soi-disant, qu'il porte à l'autre, avec sa douce folie de l'argent, il a, je pense, il respire une forme, il sent, il a une odeur terrible de la dépression et de la solitude. Parce que quand vous voyez une véritable personnalité toxique, elle est grise. Elle est grise, elle ne rayonne pas. Elle ne rayonne pas, elle est amère, fermée, et donc toujours prête à sauter comme ça sur qui pourrait lui donner quelque chose. Donc on a bien compris, c'est une passion de l'argent pour lui qui n'engage pas le cœur et surtout pas l'échange. Donc les avares qui associent le pouvoir et l'argent sont incapables donc de sortir de ce fameux schéma que Freud appelait, le stade anal.
Alors, ils sont aussi rigoristes, ils sont généralement rigides, tout doit être à sa place. Quand un objet est là, il ne faut pas qu'il soit là. Tout ça, ça fait partie de cette problématique obsessionnelle. Tout est rangé, tout est structuré, et ils sont, en règle générale, surtout pas bordéliques. Donc, pourquoi? Parce que sinon, ils ne se retrouvent pas. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Alors, certains tyrans ambivalents, eh bien, ils ne se refusent rien, mais prêtent l'économie à leur compagne. C'est-à-dire que lui peut dépenser, mais vous ne vous amusez pas d'aller chercher un pull ou quelque chose de superflu, parce que ça ne va pas le faire. Donc, il regarde tous vos tickets, vous devez souvent ramener vos tickets à la maison pour bien qu'il contrôle toutes vos dépenses. Parce que ce n'est pas lui qui a dépensé. Ce n'est pas lui qui a eu la jouissance de dépenser l'argent. C'est une question de puissance. Pardon, monsieur? Il ou elle, mais j'ai toujours dit que ça se conjugue au masculin comme au féminin. Alors ça j'ai pas de souci avec ça. Comment? Une fois qu'on inverse les rôles, et que les femmes ont un peu pour rôle pour les femmes. Mais attention, il y a aussi un autre comportement qui pourrait être un peu différent, c'est-à-dire certains couvrent leur partenaire de bijoux, de cadeaux, pour justement, au début, pourquoi? Pour en faire un enfant ou une poupée. Voilà, on la met en position d'objet, comme on l'a dit ce matin. Mais quand cette dernière est dépourvue d'autonomie, eh bien, on la voit se créditer d'aucun argent à gérer personnellement pour les besoins du couple. C'est-à-dire qu'on peut lui donner des bijoux, etc., mais surtout pas faire en sorte de lui permettre d'être autonome. Et c'est là qu'on le retrouve dans les dossiers de divorce. Une fois qu'elles sont complètement dépendantes sous emprise, elles n'ont plus un sou. Donc, peur de ne pas avoir, c'est pourtant parfois un seigneur bienveillant et prodige qui pense à tout, surtout dans les dîners qu'il organise. Il prend toujours la parole, c'est lui qui sort tous les plus grands vins, c'est lui qui prend tout ce qu'il y a de meilleur. Je veux dire, parce qu'il y a aussi la folie des grandeurs. Donc, dans cette folie des grandeurs, ils n'ont pas peur de dépenser, mais tout ça, c'est pour la parade et c'est pour s'acheter une image. Donc la violence économique est sournoise et perfide, et elle fait bien des ravages. Elle s'exerce différemment selon les milieux, mais suit une logique implacable: déposséder le partenaire de son autonomie financière. Parfois, ce sont les allocations familiales qui sont bues ou jouées au café. Parfois aussi, l'époux est le seul à détenir la signature du compte. Ça, on le voit aussi, c'est lui qui gère tout. Et les carnets de chèques ou la carte bleue. De même, la gestion des biens immobiliers est entre ses mains, et donc il gère absolument tout, il ficelle tout. Ainsi, la victime se retrouve progressivement dépossédée de ses biens, de son argent, de son patrimoine, et c'est un piège auquel elle-même, elle ne se rend pas compte, mais qui rappelle dangereusement un livre qui est très connu de Mauriac, Le nœud de vipère ou Vipère au poing. Comment désamorcer les tentatives du chantage à l'argent? Il suffit de battre ce partenaire équivoque sur son propre terrain, c'est-à-dire de devenir autonome et surtout de faire attention d'avoir un compte à soi. Faire des économies dans son dos, oui, en grossissant les factures, sauf comme une précieuse formule du rechange. C'est-à-dire que vous avez acheté, je ne sais pas, pour 100 €, progressivement, vous faites un petit pécule, c'est très important. Et pourquoi pas inventer des dépenses imaginaires. Et là, je vous donne une solution un peu manipulatrice, mais ça fait partie de la contre-manipulation. Donc voilà, mais en tout cas, les personnalités toxiques sont de véritables prédateurs, et un prédateur ne va jamais chercher des proies qui n'ont pas d'énergie et surtout d'argent. Merci Yvonne. Alors, juste ce que vient de dire Mme Poncet-Bonison me fait penser à une de nos affaires, sans doute la plus emblématique qui me vient comme ça à l'esprit immédiatement. C'est une personne, une femme qui avait épousé un avocat, d'ailleurs. Parce que vous dites qu'il y en a beaucoup dans le milieu de l'informatique, mais il y en a beaucoup dans les juristes aussi. Chez les avocats, chez les magistrats, parce que comme c'est des escrocs, ils aiment bien savoir où est la limite de la loi. Hein, comme tous les escrocs, il y en a qui jouent avec la loi. Hein, il y en a aussi beaucoup dans les milieux politiques, hein, parce qu'ils sont au-dessus des lois. Donc il y a comme ça quelques catégories professionnelles. Et oui, parce qu'on n'est pas psy par hasard, ça c'est vrai. Donc, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'études sociologiques de fait sur les catégories socio-professionnelles. Mais pour dire qu'ici c'était un avocat, donc il avait emmené sa femme
Lui, il était avocat d'affaires à Paris, il gagnait vraiment énormément d'argent, et il avait amené sa femme à 200 km, 150 km de Paris, il faisait lui l'aller-retour tous les jours, et ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, évidemment. Et sa femme, donc, il a acheté une première maison, qu'elle a complètement retapée, parce qu'elle avait énormément de goût. Quand elle était bien retapée, il l'a revendue, évidemment, lui l'a revendue. Il a acheté une deuxième maison, puis une troisième, et elle avait les enfants. Et alors, tous les matins, quand il partait, il mettait des enveloppes chez l'épicier, où il disait, aujourd'hui ma femme va pouvoir venir avec l'argent liquide pour acheter pour 15 euros pour elle et les 3 enfants, pour 15 euros. Puis il allait chez le boulanger, puis il allait chez le pompiste, et il y avait toujours le même pompiste, et chez le pompiste, il disait, aujourd'hui ma femme peut prendre pour 10 euros ou 15 euros d'essence. Enfin, toujours, jamais de quoi aller jusqu'à Paris en tous les cas. Donc elle était véritablement prisonnière, parce que c'est un autre enjeu, l'isolement, et cette personne a véritablement vécu cet enfer pendant des années avant qu'elle arrive à s'en sortir, que parce qu'elle est restée, parce que les enfants étaient petits, et ça c'est un autre débat, souvent les personnes restent parce qu'il y a des enfants, elles essayent de protéger les enfants, mais enfin, cette affaire est complètement emblématique, c'est-à-dire de la manière dont certaines personnes sont complètement, si vous voulez, escroquées et complètement isolées financièrement. Cela pour annoncer l'intervention de maître Nathalie Cousy-Boussuin. Vous êtes notaire et je vous remercie. C'est assez rare que dans les dossiers sur l'harcèlement moral, on invite un notaire, et vraiment je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes souvent nommé en qualité d'expert par les tribunaux pour élaborer des projets d'état liquidatif. Vous avez enseigné ou vous enseignez à l'École nationale de la magistrature et vous avez écrit de nombreux ouvrages, tels que notamment La famille et son logement. Alors vous allez nous dire ce qu'est un notaire. Les enjeux financiers, évidemment, on l'a vu ce matin, c'est la pension alimentaire pendant le divorce, ou lorsque, même pour les juges aux affaires familiales hors divorce, il y a des enfants. Mais ensuite, il y a le problème qui se pose en matière de divorce au niveau de la prestation compensatoire. Alors comment est-ce que vous intervenez? Comment est-ce que vous arrivez à débusquer effectivement ces problématiques? Et ensuite, il y a le problème de la partage. Et donc, d'abord, quand on vient vous voir le choix du régime matrimonial, comment vous conseillez, et ensuite, une fois qu'on a, j'allais dire, dissous le couple conjugal, il s'agit de liquider l'état de régime matrimonial, c'est-à-dire communauté de biens réduite aux acquets, ou alors participation aux acquets, ou alors, effectivement, séparation de biens.